Et si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Ouvrons la fenêtre et bienvenue aux nouveaux auditeurs qui découvrent le podcast sur les différentes plateformes comme ça, au gré du hasard ou au gré de ce qui vous plaît aujourd'hui après avoir parlé du sel et après avoir donné la parole à un sculpteur. Eh bien, nous allons parler de chocolat et plus précisément de cacao avec Laurence Alemano que je reçois aujourd'hui. Agrégée de sciences naturelles, Laurence a poursuivi ses études par un DEA puis un doctorat en physiologie végétale et c'est à cette occasion qu'elle rencontre le cacaoyer en intégrant notamment le CIRAD. Le CIRAD, c'est un organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Et puis après 14 ans de recherche en cohérence avec son éthique et sa volonté d'aller plus loin, puis sa passion aussi du chocolat, elle fonde son entreprise Chocolatitude et ouvre une boutique pas comme les autres dans le 14e arrondissement de Paris, rue Daguerre. Alors, c'était une boutique à la porte ouverte qui offrait le meilleur du chocolat bio, équitable, issu de crus sélectionnés avec sa passion, produit et fabriqué par des petits producteurs et artisans qu'elle connaissait bien. Elle avait donc ouvert la voie. Laurence est toujours pionnière dans son domaine. Et puis aujourd'hui, après mûre réflexion, après ces confinements et des confinements successifs, elle désire emprunter un nouveau chemin, alors sans lâcher le monde végétal et la nature qu'elle aime tant, avec toujours ce souci aussi de partager avec les autres. Elle est au micro aujourd'hui d'Ouvrons la fenêtre. Bonjour Laurence. Bonjour Sophie. Merci d'être venue jusqu'ici. Alors, ce quartier ne vous est pas inconnu, mais on est triste en tout cas quand on passe dans la rue Daguerre de passer devant une boutique qui s'appelait Chocolatitude Oui. et où on rentrait avec joie, avec plaisir pour alors déjà vous voir, vous parler et puis acheter du bon chocolat. Ben oui, je sais bien. Alors c'est amusant parce que ça fait exactement 3 mois aujourd'hui que la boutique a fermé. C'est On l'a vrai pas fait exprès, hein, on a choisi cette date, mais voilà, ça fait 3 mois. 3 mois. Eh oui, et je suis restée dans le quartier 14 ans, un peu plus de 14 ans. Donc oui, je le connais bien et c'est toujours agréable d'y repasser. Et oui, je suis passée moi aussi tout à l'heure devant la boutique et bon, ben, je suis pas triste hein, parce que c'est une décision C'est une étape. ouais, c'est une étape et je suis contente que ça continue. Il me tarde juste que les successeurs ouvrent, voilà. Ça, j'ai hâte. On trouvera du chocolat là aussi ou pas? Oui. Bon, bah ça sera pas tout à fait la même chose, mais Non. Laurence Alemano, c'est quoi cette passion du chocolat? Alors peut-être plus le chocolat, le cacao, parce qu'on va voir justement qu'il y a une différence quand même entre le cacao et le chocolat. Elle est née comment cette passion, Laurence Alemano? Ben, elle est née, disons que j'ai toujours aimé le chocolat. Ça c'est sûr, gourmande, issue de 2 familles, du côté de mon père et de ma mère, de gourmands, vraiment très, très gourmands. Donc le chocolat, les pâtisseries, c'était important. Les bonbons, moi, pas trop, mais chocolat, pâtisserie. Bon, mais après, à vrai dire, j'en achetais pas trop parce que dès que j'avais une tablette, je la terminais et bon, donc j'achetais de temps en temps et je consommais comme ça. Et puis voilà que ma route croise le cacaoyer puisque j'étais en fin de DEA à l'université de Montpellier, au CIRAD, qui est un organisme de recherche agronomique qui s'occupe des plantes notamment tropicales. Et donc à la fin de ce DEA, j'obtiens une bourse de thèse, mais mon cher maître de stage, que je ne remercierai jamais assez, me propose une thèse sur les OGM du riz. Alors c'était l'époque où José Bové allait bientôt envahir les serres,
du Cirade. Bon, bref, c'était une époque et moi, intérieurement, j'ai dit non, mais moi je veux pas faire d'OGM. J'étais pas et il m'a gentiment laissé partir avec ma bourse vers un autre. Quoi, c'était vraiment une tendance à ce moment-là de s'occuper de faire de la recherche, des études autour des OGM? Ah ben c'était le début en fait, c'est-à-dire que Monsanto, eux, c'était vraiment les pionniers, mais tous les laboratoires du monde se mettaient à faire des OGM, c'était la mode. Malheureusement, la recherche scientifique, elle fonctionne beaucoup avec des modes. Et des modes avec des financements. Donc si vous n'êtes pas à la mode, vous n'avez pas de financement. À l'époque, pas trop. Maintenant, oui. Voilà, ça a changé. Donc voilà, le cacao est arrivé là. Alors que vous étiez déjà dans les sciences naturelles, puisque vous êtes agrégé de sciences naturelles. Oui, donc, c'était presque une suite logique. Oui, de toute façon, le fil conducteur, ce sont les plantes. Ça, c'est clair. Voilà, donc, sciences naturelles, c'était très vaste, mais c'est vrai que ce que je préférais, c'était la botanique. Puis ensuite, le riz, puis après le cacaoyer. Et là, j'ai eu la chance, après ma thèse, d'avoir été embauchée par l'organisme en question. Et en tout, je pense que je suis restée 14 ans. Donc, un grand voyage autour du cacaoyer, de sa physiologie, enfin de cette recherche végétale, biologique autour du cacaoyer. Voilà. En fait, je travaillais sur le clonage du cacao. Alors le clonage... Entre les OGM, le clonage... Alors, je vous explique le clonage. Pourquoi j'ai accepté? Bien sûr que le clonage de la fameuse brebis, là, à l'époque, le clonage des animaux, moi, ça me fait peur. Et bon, faut savoir que c'est quand même très couramment utilisé. En revanche, chez les végétaux, le clonage est une forme de multiplication qui existe dans la nature. C'est la multiplication végétative. Par exemple, les fraisiers qui font des petites tiges, là, les stolons, et qui refont des petits fraisiers autour d'eux, c'est une multiplication, c'est un clonage. C'est une façon de perpétuer son espèce. Oui, et puis avec le même génome. Donc, ce sont des plantes à l'identique. Alors que les graines, elles, pour qu'il y ait une graine, il faut qu'il y ait mélange de 2 génomes, de 2 plantes. Alors que la plupart des plantes, elles se reproduisent de manière végétative. Elles ont les 2 modes de reproduction, en fait. C'est pour ça que éthiquement, ça m'a pas trop posé de problème. Mais bon, ça, c'était à l'époque, parce qu'après, au bout de 14 ans, ça m'a aussi un peu gênée, mais bon. Qu'est-ce qui caractérise le cacaoyer? Parce que derrière, on parle chocolat, on parle cacao, et puis cacaoyer, cacao évidemment. On appelle ça, d'ailleurs, ça s'appelle la nourriture des dieux. Oui. Alors, Théobroma, c'est ça? C'est ça. Bon, le cacaoyer, c'est donc un arbre qui est originaire de l'Amazonie, mais qui a été domestiqué. Donc, Amazonie, ça veut dire Amérique du Sud, parce que tout le monde pense que le cacao est originaire du Mexique. Non. Amérique centrale. Il est bien originaire d'Amérique du Sud. Par contre, les civilisations à avoir domestiqué le cacaoyer, ce sont vraiment les civilisations précolombiennes d'Amérique centrale. Les Aztèques, les Mayas? Oui, mais bien avant eux, en fait. Les premiers, à l'heure actuelle, les premiers à avoir domestiqué, ce sont les Mocayas. Les Mocayas qui se trouvent sur la côte pacifique, dans le Soconusco, qui est à la limite entre le Mexique et le Guatemala. Bon, j'y suis allée, alors c'est pour ça. C'est ce qui a été intéressant dans toute cette étape de chercheuses, Laurence, c'est que vous avez beaucoup voyagé, vous êtes allée à la rencontre aussi de cette culture du cacao. Oui, j'ai beaucoup voyagé déjà pendant que j'étais chercheur, plus dans des centres de recherche, et bon, j'ai vu quand même un peu de planteurs, mais après, quand j'ai eu ma boutique, j'ai continué à voyager, mais là, de manière plus, comment dirais-je, j'allais voir les gens plutôt, voir les coutumes. Alors oui, je voulais reprendre ce cacaoyer. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Bon, alors, donc oui, il est originaire d'Amérique du Sud. Il est originaire d'Amérique du Sud, et ce sont les civilisations précolombiennes qui les ont domestiqués. Du coup, lorsque Linné, le botaniste suédois, a dû trouver un nom au cacaoyer, il a pensé à ces civilisations précolombiennes qui ont toujours utilisé le cacao comme nourriture sacrée. Donc, ils ont tout simplement il l'a appelé Théobroma. Voilà, donc nourriture des dieux. Nourriture des dieux. Donc, c'est une plante, en fait, qui est très liée au sacré. Mystique. Donc, ouais.
Bah, mystique, Presque oui. mystique. Bah oui, parce qu'il y avait des boissons qui étaient faites par les chamans avec des plantes hallucinogènes, parce qu'apparemment, certaines substances du cacaoyer vont faire que les substances hallucinogènes vont être actives plus longtemps. Bon, on en donnait aussi aux guerriers, on en donnait, je pense, à ceux qui allaient se faire sacrifier. Donc ça faisait partie Voilà, c'est des très rituels, symbolique. en Oui, fait. Ça puis rentrait il dans est les dans rituels. la cosmogonie, c'est-à-dire que dans les textes des Mayas, le Popol Vuh, je crois, bah, il y a le cacaoyer est là, il y a des légendes. Pour les Aztèques, c'était l'arbre du Nord, parce que eux, ils pensaient que la Terre était carrée avec les 4 directions. Donc toujours les 4 directions chamaniques qu'on retrouve chez tous les chamans de la planète, à vrai dire. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose de sacré. Bon, après, ça c'est l'état actuel. Par contre, on sait déjà que le cacaoyer était très certainement utilisé par les peuples de l'Amazonie, parce qu'on retrouve à l'heure actuelle encore des peuples qui utilisent le cacao, mais ils ne consomment que la pulpe qu'il y a autour des graines. Ils ne prennent pas la graine. Et puis, là, il y a une dizaine d'années, il y a un site archéologique en Équateur, Santa Ana, la Florida, où on a retrouvé des urnes funéraires avec des traces de boissons au cacao, avec du piment. Donc, c'est sûrement bien Donc plus rien à ancien. voir avec, en fin de compte, le chocolat qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est un fruit d'ailleurs. Enfin, il y a le cacaoyer puis qui produit un fruit, Voilà, la cabosse. la cabosse. Et dans ce fruit, il y a des graines. Et Et ces de la graines, pulpe. Et des... voilà. Donc la pulpe, maintenant, elle est quand même utilisée, ça devient un peu à la mode, donc ça c'est sympa. On peut un petit peu en trouver, mais bon, c'est surtout la graine qui a été utilisée. Alors la graine, c'est ce qu'on appelle les fèves de cacao. Alors, Ou c'est encore autre chose? ça s'appelle la fève une fois qu'elle est prête à l'emploi, si je puis dire, pour être transformée en boisson ou en chocolat. Alors que on peut considérer ça comme une épice à l'origine, en fait. C'est utilisé comme une épice. Alors, on peut, oui, l'utiliser comme une épice, mais le fait les boissons, à l'origine, ils l'utilisaient pas comme une épice, ils l'utilisaient quand même en tant que tel. Par contre, c'est un aliment qui est fermenté. Alors, on ne sait pas quand est née la fermentation, parce que les Mayas, ça je l'ai appris au Mexique, les Mayas ne fermentent pas. C'est-à-dire que ils font sécher le cacao, ils enlèvent la pulpe apparemment, ils font sécher et ensuite ils grillent au feu de bois. Donc ils connaissaient déjà la torréfaction. C'est eux qui ont, en tout cas, eux ont toujours torréfié. Par contre, ils ne fermentaient pas. La fermentation, elle est venue, on ne sait pas. Après, dès que le cacao, on le sort de sa cabosse, nous sommes en milieu tropicaux, faut pas l'oublier. La fermentation, même si elle n'est pas formalisée, elle se fait naturellement. Elle commence. Donc, si on laisse traîner un peu, après, ce qui donne des résultats plus ou moins réussis, mais ce qui donne peut-être la qualité après du chocolat, enfin du cacao qui va être sélectionné. Mais oui, parce que la fermentation, si elle a longtemps été un peu, et ça continue, il y a probablement des gens qui la font, je dirais, à vue de nez, elle est depuis des années très étudiée, notamment par le rapprochement entre les chocolatiers ou les fabricants de chocolat et les planteurs de cacao. Maintenant, il y a des essais, il y a même des essais plus que des essais, il y en a qui fermentent le cacao avec des fruits pour donner des notes fruitées. Il y a des personnes aussi qui commencent à ajouter des levures artificielles, comme on fait pour le vin. Voilà, parce que jusqu'à présent, les levures et les bactéries qui faisaient la fermentation, elles étaient locales. Or, la révolution qu'il y a eu pour le vin est en train de se faire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont ensemencer avec des levures X, Y, Z. Et sachant que pour le vin, on a la marche arrière, puisque la plupart... de plus en plus de chercher le vin naturel, en fait. Voilà, parce que la plupart des levures utilisées par les vignerons sont des levures artificielles, que l'on achète sur catalogue et qui malheureusement sont des OGM. Et on y revient.
Bah oui, on y revient toujours. Et puis, alors que maintenant, il y a des viticulteurs qui cherchent, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un nom particulier. C'est, ouais, je sais plus. Mais en fait, en tout cas, il y a le terme qui montre qu'il n'y a pas de levure ajoutée et que ce sont celles du terroir qui agissent. Mhm. Et c'est ça l'effet Mais pourquoi on terroir. est dans cette démarche aujourd'hui, Laurence? On essaye de, entre guillemets, d'industrialiser autrement le chocolat ou de Ah. coller aux demandes des consommateurs ou de leur proposer d'autres nouveautés? Alors, ben ça, oui, c'est toujours cette histoire-là. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une nouveauté, ben vous avez toujours deux philosophies qui se pas qui s'affrontent, mais qui sont là. Bon, ben, les gens qui vraiment sont passionnés et qui, eux, veulent préserver ce qui existe, la biodiversité et donc la diversité des goûts aussi. Et puis les échelles locales, les petites échelles. Et puis vous avez des gens qui pensent plus part de marché, euh, bénéfices. Ah là, on va pouvoir faire de l'argent. Bon, ben voilà. Et du coup, malheureusement, ben, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que la nature, elle est suffisamment riche pour l'exploiter, enfin l'exploiter, j'aime pas ce mot, mais pour En tout déjà cas, en bénéficier de ce qui existe déjà. de ce qu'elle nous offre. Ouais. En plus, le cacao, c'est super parce que vous avez une plante au départ qui a son propre génotype, ses propres caractéristiques. Mais alors après, il y a tellement de travail, d'étapes, que à partir d'une même fève, vous pouvez obtenir des dizaines de produits différents. Donc, il y a la fermentation que l'on peut, sur laquelle on peut jouer. Il y a la il y a le séchage. Bon, le séchage, oui, il y a le séchage puisqu'on peut sécher de diverses manières. Ensuite, il y a la torréfaction et le travail du chocolatier. Des machines différentes, des façons de transformer. Donc vraiment, je trouve dommage toujours d'aller vers ces solutions technologiques qui vont sauver la planète tout le temps. Sauf que bon, personnellement, je trouve qu'elles nous enferment. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis. Alors presque, oui, une quinzaine d'années dans la recherche, et puis tout à coup ce désir de faire autre chose, notre Ben étape. oui. Alors bon, je savais, quand je suis entrée au CIRAD, je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie. Alors on Bon, rappelle le CIRAD, hein, Laurence, Centre de coopération internationale pour la recherche et le développement. agronomique et le développement. Voilà. Donc, alors ils ont changé de nom là. J'ai vérifié il y a pas longtemps. Ils ont ajouté développement durable ou quelque chose comme ça. Bon, c'est normal, c'est dans l'air du temps. Et en même temps, il y a quand même pas mal d'études dans cet organisme qui correspondent très bien à ça. Donc, parce que le but initial, c'est quand même d'aider les agriculteurs du Sud. Bon. Or, bon, ben, justement, pendant ces 14 années de recherche, j'ai été un peu déçue de toute façon du milieu scientifique. Bon, voilà, bah, après, ça Entre m'appartient. l'idéal qu'on peut se fixer à ce niveau-là. Voilà, parce que bien souvent, on commence les articles de recherche en disant oui, telle chose va sauver, pas va sauver, mais va éradiquer la faim dans le monde. Bon, ben, sauf que tout le monde dit ça, et puis finalement, c'est pas vraiment la solution, mais bon. Donc, moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde, mais bon. Petit à petit, j'étais plus heureuse de faire ce que je faisais. Déjà parce que bon ben j'ai tendance quand même à pas à me lasser, mais une fois que j'ai fait le tour de la question, bon ben j'ai envie de passer à autre chose. Donc voilà, et puis un événement personnel m'a fait un peu me remettre en question. Donc j'ai dit non, maintenant il faut que je fasse autre chose. Et j'ai eu cette idée de boutique différente qui pourrait proposer des chocolats qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les magasins, dans les supermarchés, et qui serait qui mettrait en valeur les planteurs de cacao et tous ces gens qui travaillent de manière petite et locale et puis bio. Alors ça, c'était il y a 14 ans. Donc vous étiez pionnière, Et Laurence, voilà. dans le domaine. Oui, et ben j'en ai marre d'être pionnière. En même temps, je peux c'est pas bien faire autrement. d'ouvrir la voie. Ouais, mais bon, c'est pas toujours facile quand même. Mais bon, voilà. C'est un héritage après. Si je l'ai fait, c'est que je pouvais le faire et j'en suis heureuse. Donc en effet, fin 2006, quand j'ai dit que j'allais ouvrir une boutique de chocolat bio, bon, alors il y a, par exemple, mon père, il s'inquiétait, mais il me l'a pas dit. Alors lui, bon, c'est bien, il me l'a dit après. Il m'a dit, oh là là, j'étais pas sûre du tout que que tu réussisses. Bon, finalement, oui. Et puis à l'époque, les chocolatiers traditionnels se moquaient tout à fait du bio. Ils disaient
que le chocolat bio, ça n'existait pas parce que les planteurs étant des gens très pauvres, ils n'avaient pas d'argent pour traiter, ce qui est faux. Parce que, bon, pour avoir voyagé avant et après le début de ma boutique... Vous avez vu la différence? Non, mais disons qu'on voit bien dans tous les pays producteurs, enfin les pays... comment on dit, non, en voie de développement. Et ça y est, parce qu'il y a tous les termes qui ont changé, et encore maintenant, c'est encore autre chose. Bon, bref, tous ces pays, malheureusement, vous voyez dans toutes les zones agricoles des endroits où ils peuvent acheter des pesticides, des intrants, enfin des engrais. Parce qu'il y a les industriels derrière aussi. Oui, de toute façon, tout est organisé, donc c'est faux de dire qu'ils n'achètent pas. Et puis on était à ce moment-là encore, même si c'est pas si loin que ça, dans une consommation qui restait quand même assez industrielle du chocolat. Oui, mais elle reste encore industrielle. Hein. Bon, c'est vrai que ce qui est encourageant, c'est qu'en effet, entre 2006 et maintenant, il y a eu une quantité de nouveaux chocolatiers, de nouveaux transformateurs aussi de cacao. Maintenant, on a ce courant qui est ce qu'on appelle le bean to bar, c'est-à-dire de la fève à la tablette, qui existe depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années aux États-Unis. Là aussi, c'est un peu la même chose qui s'est passée pour le vin dans les années 60-70, m'a-t-on expliqué. C'est-à-dire que avant, tous les vignerons donnaient leurs raisins à des caves coopératives, et à partir du moment où il y a eu du matériel pour faire les fermentations plus petits, les vignerons se sont mis à faire toute la transformation eux-mêmes. Et là, c'est ce qui est en train de se passer pour le cacao. C'est-à-dire qu'il y a des petites machines pour transformer les fèves en chocolat. Et donc, vous avez depuis 2 ans déjà des formations qui existent pour apprendre à transformer le cacao en chocolat. Et des gens qui se lancent, qui sont touchés, qui parfois n'étaient absolument pas chocolatiers, et qui ouvrent comme ça des boutiques ou qui fabriquent et puis distribuent. Sans trop d'intermédiaires. Sans trop d'intermédiaires. Alors généralement, évidemment, ils sont à la recherche de fèves de qualité. Voilà, donc là, ce sont plein de petites échelles et c'est beau. Et parfois, c'est même carrément, moi, là, le dernier voyage que j'ai fait, c'était au Cameroun. Et là, c'est quand même incroyable. C'est une jeune femme, Aristide, une 30aine d'années, dont les parents ont des plantations de cacaoyers. Bon, dans la forêt. Alors, pour les avoir visités, je crois que c'est la plus belle que j'ai vue, parce que vraiment, la forêt est encore là. Et elle s'est dit, bon, moi, je veux vendre mes fèves en France. Donc, elle a recherché sur Internet, elle a trouvé les 10 meilleurs chocolatiers, puis elle les a contactés. Et puis, il y en a un qui s'appelle À la Reine Astrid, à Paris, qui fabrique donc du chocolat à partir des fèves de cacao. Et elle s'est dit, À la Reine Astrid, Aristide, ça peut marcher. Oui, donc elle a envoyé un message des belles sonorités qui vont ensemble. Oui, elle a envoyé un message à Christophe Bertrand, qui lui a répondu et qui lui a dit, bon écoutez, vous l'Afrique, vous êtes bien sympa, mais si vous voulez... mais non, mais c'est un peu brutal ce que je dis, il a sûrement pas dit ça, mais bon, c'est du style, bon écoutez, oui, je veux bien vous croire, mais envoyez-moi un échantillon et après on verra. Et la fille, elle a trouvé l'argent nécessaire parmi ses amis, etc. Ouais. Elle a envoyé des fèves et là, le gars a été bluffé. Il s'est dit, ah non, mais elle, c'est pas possible, on peut pas la laisser tomber. Eh bien, 2 ou 3 années plus tard, elle est à la tête d'un groupe d'une petite coopérative qu'elle a fondée avec ses parents et puis tous les voisins. Il y a un centre de fermentation. Ce chocolat, ces fèves, sont transformées par 2 couverturiers qui sont en train de vendre ce chocolat à des chocolatiers pâtissiers. Et tout ça Incroyable. Il a fondé, Christophe Bertrand, avec le petit syndicat des chocolatiers artisanaux, duquel je fais partie aussi, la filière chocolatier engagée. Et là, ils sont en train de
C'est très bien. Ils sont en train d'aller aider d'autres agriculteurs comme ça, de manière à fournir aussi aux chocolatiers traditionnels ce type de cacao. Parce que malheureusement, ils ont tendance à se fournir chez les grands couverturiers industriels et voilà. Couverturier, c'est un terme professionnel que tout le monde ne connaît pas. Laurence, oui, ça veut dire quoi? Le chocolat de couverture et les couverturiers. Les couverturiers, ce sont les gens qui fabriquent du chocolat à partir des fèves. Or, la plupart des chocolatiers que vous avez dans vos quartiers, eux, ils ne fabriquent pas à partir de la fève. Ils achètent le chocolat de couverture, qui est un chocolat normal, hein, enfin, il n'est pas partie spéciale. Il est juste parfois un peu plus gras pour être plus facilement travaillé. Mais ce chocolat de couverture, la plupart des chocolatiers, donc même artisanaux, même des très très bons, ils achètent des chocolats de couverture et ils font leur spécialité, leur pâtisserie, etc. Donc c'est bien que de toutes parts, il y ait comme ça plein de projets à taille différente, et voilà. Il y a une différence entre les cacaoyers qu'on trouve en Amérique du Sud et celui d'Afrique? Parce qu'il y a pas mal de cacao qui vient d'Afrique aussi. Oui, ah bah oui, le continent africain est le continent qui produit le plus de cacao au monde, c'est-à-dire avec notamment la Côte d'Ivoire qui est le numéro 1, qui fournit 40-50% du cacao mondial. Alors oui, il y a des différences. Alors en fait, ça c'est la question de la génétique du cacaoyer. Alors là aussi, oh là là, c'est assez compliqué, hein. Donc bon, on va essayer de faire simple. Ouais, il faut que je fasse simple. Disons que comme toute plante, il y a une diversité génétique dans les cacaoyers. Donc entre les cacaoyers d'origine de l'Amazonie et puis ceux qu'on trouve actuellement, il y a eu des évolutions. Mais pas tant que ça, hein. C'est pas non plus une plante qui est très très travaillée parce que pour créer des nouvelles sélections, il faut du temps puisque c'est un arbre. Donc ça prend du temps avant de connaître le résultat des expériences. Donc bon. Mais cela dit, en Afrique, il y a surtout, alors je dirais un type, mais c'est faux parce que le fameux groupe des Forasteros qui n'existe plus. Bon, il a été, grâce à des études de biologie moléculaire de mes ex-collègues, il a volé en éclats, il a été divisé en 12 groupes, vraiment différents les uns des autres. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Afrique, il y a quand même du Forastero et notamment de l'Amelonado qui donne un cacao fort, très corsé. Et les gens ont l'habitude de dire que le cacao africain n'est pas très bon parce qu'il n'est pas subtil, il est très chocolaté. Bon, mais tout ça c'est faux parce que pour en avoir goûté et vendu des chocolats d'Afrique, et là aussi il y a une très grande diversité. Ouais. C'est vrai pour le chocolat industriel. Pourquoi ? Parce que là, on ne regarde pas trop l'origine, on fait des mélanges, voilà. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Et après, en Amérique du Sud, là aussi, il y a une grande diversité. Il y a aussi des forasteros, parce que les forasteros, finalement, il y en a partout, puisque ce sont quand même les cacaos de l'origine. Mais il y en a d'autres, et de toute façon, en fonction du lieu et en fonction de celui qui va le travailler, on a quand même une belle diversité. Et très fort celui qui va dans une plantation et qui peut dire ça c'est du criollo machin. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut décortiquer, il faut regarder les fleurs, il faut regarder les feuilles, il faut regarder le nombre de graines dans les cabosses, le nombre de cabosses, les couleurs, puis après les goûts. Ce que vous avez apprécié de faire, Laurence ? Alors moi, j'étais plutôt du côté chocolat pour le coup, hein, puisque moi j'ai jamais travaillé en génétique du cacaoyer à proprement parler. Mais de toute façon. Quand vous avez ouvert votre boutique Chocolatitude, le fait d'aller rencontrer les producteurs, les agriculteurs. Moi j'ai aimé ça, j'ai aimé voir aussi. Comment les conditions cette vie de vie aussi. Les conditions de vie. Alors après, ce qui est le plus dur, c'est parfois la détresse. Et ça, je l'ai vraiment senti surtout en Afrique. Là, c'est vraiment très triste. Parce que l'Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est compliqué, c'est particulier. Le prix est verrouillé, mais bon, tout est en train de changer puisqu'on a vu que le Ghana et la Côte d'Ivoire se sont alliés pour essayer de faire augmenter le prix. Mais bon, après le Covid est arrivé, ce qui fait que je crois qu'ils n'ont pas vendu comme ils voulaient.
C'est ça, franchement, mes 2 derniers voyages, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, ouais, 3 ans, je crois, ça passe vite. C'était Côte d'Ivoire et Cameroun et vraiment là, ça m'a beaucoup attristée. C'est-à-dire, je me suis dit: «Mais moi, ça faisait 20 ans que j'étais pas retournée en Côte d'Ivoire et bien sûr, tout a changé, mais les planteurs sont encore plus pauvres et maintenant ils savent. C'est-à-dire que il y a internet, hein, alors ils ont tous des téléphones portables, machin, donc ils savent. Tout le monde sait. Donc avant on pouvait leur cacher des choses, maintenant on peut plus leur cacher. Ils savent que les gens, qu'il y a des gens qui se moquent de leurs conditions de vie. Et je dirais que bon, le Covid est arrivé et là, c'est comme si ça avait fait pouah, une chape de plomb. Je sais pas, ça fait un peu. D'un côté, ça fait oublier certaines choses. Enfin, je sais pas, c'est complexe comme. Bon, en tout cas, moi, dans ma tête, ça m'a fait encore un électrochoc. Donc voilà. Une nouvelle réflexion pour une nouvelle étape aussi. Exactement. Parmi ces producteurs, et on parle beaucoup de commerce équitable, Laurence. Alors, on parlait tout à l'heure des chocolatiers engagés. Et qu'en est-il du commerce équitable? Est-ce qu'il est vraiment équitable, ce commerce? Ben, de toute façon, par essence, je dirais, l'économie mondiale n'est absolument pas équitable. Bon, donc ça, c'est réglé. Donc tant qu'on sera dans ce système-là, on ne sera pas équitable, même si on fait de l'équitable. Alors je dis toujours, le bio et l'équitable, c'est toujours mieux. C'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que le commerce traditionnel. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, il y a commerce équitable et commerce équitable. C'est-à-dire que contrairement, et ça c'est un peu difficile à comprendre, mais contrairement au bio où il y a des labels officiels et bien facilement distinguables, pour le commerce équitable, c'est différent. Il n'y a jamais eu de création d'un logo officiel. Donc, à chaque logo, vous avez un cahier des charges qui est différent et qui dépend de l'entreprise elle-même. Donc, vous avez des critères plus ou moins serrés. Voilà. Alors après, la solution pour savoir, c'est d'aller se renseigner, tout simplement. Bon, il y a des sites, vous pouvez appeler, il faut poser des questions. Bon, moi, j'en connais certains. Je me dis que de toute façon, c'est toujours mieux. Et puis, oui, il faut parler. Moi, je me suis fait toujours mes opinions comme ça. En voyant comment les gens travaillent, en les rencontrant, et on sent bien si les gens font ça parce que c'est la mode et qu'il y a un petit filon pour s'enrichir, ou s'ils le font de manière sincère. Et s'ils le font de manière sincère, même si ce qu'ils font n'est pas parfait, ben c'est déjà ça quand même. Oui, et puis c'est encourager ceux qui produisent, bien sûr, d'une manière ou d'une autre. Et puis de toute façon, il y a quand même la grande tendance de la petite échelle et du local, même pour le cacao. Bon, le cacao c'est pas local, mais on peut choisir du commerce direct, voilà, plus direct. C'est ce que j'appellerais du local. Et si quelqu'un, un petit chocolatier parisien, il y en a là qui ont ouvert et puis il y en a encore qui vont ouvrir très bientôt. Bah si lui il reçoit les fèves et c'est lui qui transforme et il vend sur place, c'est un petit peu de local. Bon voilà, mais c'est vrai que café, cacao, thé, le local, c'est pas pour tout de suite. Quoique. Ah ben oui, tiens, si, c'est quoique, parce que il y a quand même, faut savoir qu'à Nantes, il y a un petit chocolatier mexicain là qui transforme les fèves de cacao des cacaoyers des serres de Nantes. Alors évidemment, c'est pas des grosses productions. Il y a Franck Morin qui est dans la Drôme, qui lui transforme les fèves de cacao des cacaoyers qui sont dans la ferme aux crocodiles à Pierre-Latte. Ferme aux crocodiles. Le cacaoyer s'habitue aussi aux conditions climatiques. Disons dans les serres chauffées, ça peut aller, voilà. Et puis il y a la baleine à cabosse. Ils aimeraient bien faire la même chose à Marseille. Enfin bon, il y a plein de gens comme ça qui ont des idées. Qu'on trouvait à Chocolatitude. Ah oui, la baleine à cabosse, ouais, très très bon.
Et en France, on a l'impression quand même qu'on est un des pays au monde qui apprécie le plus ce chocolat noir aussi, parce qu'on a l'impression que partout ailleurs, on va consommer le chocolat. Alors déjà industriel et chocolat au lait, cette guerre sans fin entre le chocolat, les connaisseurs de chocolat au lait ou chocolat noir. Qu'est-ce qui a fait que les Français se sont mis à apprécier le chocolat noir, Laurence? Alors, Et au beurre de cacao. oui, alors ça, c'est traditionnellement, la France était parmi les pays du sud de l'Europe qui étaient farouchement opposés à la, Les citines de soja. Non. oui, Non. non, la législation européenne. Ouais. Bon, j'oublie tous les termes, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ils étaient farouchement opposés parce que les pays du nord de l'Europe, eux, mettaient du gras végétal autre que le beurre de cacao dans leur chocolat et des fois du gras animal. Hein. Il y avait quand même du chocolat au saindoux en Angleterre, hein, je crois. Et puis l'Europe du Sud qui disait ah ben non, nous on a toujours mis que du beurre de cacao. Malheureusement, ils ont perdu puisque cette fameuse directive européenne est passée en 2000, je crois. Mais bon, la France quand même continue à afficher le fait qu'on n'utilise que du beurre de cacao, sauf bien sûr les chocolats industriels. Mais de toute façon, ce doit être indiqué sur les étiquettes, donc il suffit il faut de lire lire. l'étiquette. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu cette tradition-là. Alors je sais que les Suisses, pourquoi les Suisses sont très attachés au chocolat au lait? Ben, c'est historique parce que c'est Nestlé qui a permis la lyophilisation du lait. Et on sait bien qu'en Suisse, dans les alpages, il y a du très bon lait de vache. Il y avait du moins. Bon, maintenant, je ne sais pas. La qualité du lait à l'heure actuelle, ensuite, je sais pas. En France, en tout cas, c'est pas chocolat au terrible. lait en Suisse. Voilà. Ouais. Et après, les Français, c'était quand même le chocolat au lait, puis surtout le chocolat noir à cuire. Hein, quand j'étais petite, voilà. Pour faire de on bons faisait, desserts. oui, ou les et de bons petites, gâteaux. comment ça s'appelle, les tartines, du pain, du beurre et du cacao pur, ou voilà. Après, je sais que le syndicat, le petit syndicat du chocolat, de la Confédération des chocolatiers, est pour beaucoup dans l'amour du chocolat noir. Pourquoi? Parce que depuis une 20-25 ans, ils ont décidé de montrer que le chocolat c'était pas l'ennemi des kilos, parce que c'est ça quand même avec lequel en tout C'était cas pas bon moi forcément pour la j'ai santé été et les régimes. voilà, Ouais. j'étais toujours élevée dans ce truc-là. Non, le chocolat, faut pas trop, machin. Et puis eux, ils ont décidé de communiquer sur le fait que non, le chocolat, ça peut être très bon pour la santé. Et depuis, ça n'a jamais cessé. Et donc, ils ont été, je pense, très importants dans le fait de ce goût pour le chocolat noir. Je crois que c'est plutôt ça. Après, et puis les gens, en France quand même, on le sait, par rapport à d'autres pays, apparemment, les Français sont attachés à leur ligne, donc ils font attention, et du coup, chocolat noir, bon voilà. Et puis à force d'entendre ça, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont mis au chocolat noir. Voilà. Et puis on y retrouve les fameuses vertus aussi. Et puis il faut mais... quand même tirer un chapeau à tous les artisans quand même, parce que il y a quand même de très bons couverturiers en France. Il y a qui ont été aussi des pionniers dans le fait d'utiliser des chocolats d'origine. Il y a de très bons artisans. Bon, Paris, c'est quand même la ville du chocolat où il y a de très 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 bons chocolatiers. Donc bon, voilà, ça a véhiculé une belle image. Alors que c'est vrai que la Suisse, tout le monde pense à la Suisse, mais si vous allez en Suisse, et c'est en train de changer quand même là aussi, ce qu'on voit, ce sont des montagnes de chocolat au lait industriel. Ça donne pas très envie, finalement. C'est beaucoup de sucre, en fait. On sait comment c'est fabriqué, beaucoup de sucre. avec beaucoup de sucre. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui petit à petit s'initient au chocolat de cru, petit à petit, ils peuvent plus revenir en arrière, quoi. On peut plus. C'est vrai pour tout, hein. Quand on va vers la qualité, on ne peut plus après se contenter de choses. Il en a fait du chemin, ce chocolat, ce cacao. Ah ben oui, et puis c'est pas fini. Depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. C'est pas fini. Je pense qu'il y a cette nouvelle tendance du bean to bar qui existe, avec des gens qui se reconvertissent et qui trouvent un nouvel élan. Voilà, après, il faut juste espérer que le Covid ne va pas bouleverser trop
La vie des trop ce qui se producteurs passe parce aussi, hein. parce que là, imaginons qu'on ne puisse plus importer de cacao, ça serait un peu Bon, on grave. voit tout de Bon, suite alors comment ça croisons joue les sur doigts. les cours du Mmh. cacao aussi, hein. Mmh. C'est ça. Oui. Après, c'est vrai que ce qui est un peu dommage aussi, c'est que du coup, le cacao, avec ses tendances, devient beaucoup plus luxueux et bon, à des prix très élevés. En même temps, ce sont des prix qui auraient dû être pratiqués depuis le début. C'est parce que tout le monde est correctement payé que les tablettes de qualité deviennent très chères. Bon, faut trouver un équilibre parce qu'il y a aussi des gens qui profitent parce que c'est la mode, alors on fait des prix très élevés. Mais bon, mais nous allons le trouver cet équilibre. On pense à je regardais, ce matin quelques citations Ah, sur le chocolat, dont il y en Brillat a. Savarin qui expliquait, qui parlait du chocolat en ces termes, hein: «Les personnes qui boivent régulièrement du chocolat se distinguent par leur bonne santé et leur résistance à toutes sortes de maladies mineures qui troublent la sérénité de la vie». Ouh là là, ça c'est beau, Notre cher Brillat je la Savarin, connaissais pas celle-là, mais c'est vrai en fait. Ouais, ça donne la force. Il faudrait faire des statistiques sur les consommateurs de chocolat. Ont-ils été moins affectés par le Covid? bon, en Non, tout en cas, on tout a toujours en cas, tête ces non, vertus du chocolat. c'est C'est bon bon pour pour le la système santé. immunitaire. Ouais. Oui, de toute façon, Pour le oui d'ailleurs, moral. oui parce qu'il y a, la fève de cacao contient des centaines et des centaines de substances dont toutes n'ont pas été Encore, identifiées identifié. et donc bon, on se doute bien qu'il doit y avoir des vertus inconnues. Mais bon, moi je n'ai cessé de dire et de répéter à mes clients, écoutez, les experts, ils vous racontent des choses, on vous dit oui, le chocolat c'est bon pour ceci, pour cela, rien ne vaut votre propre expérience. Donc, à chacun de tester, et en testant et en faisant un peu attention à ce que vous ressentez, à votre ressenti, ben, vous allez voir, vous allez pouvoir déterminer ce qui vous convient. Voilà. Ça, c'est un conseil à tous ceux qui nous écoutent Ah oui. d'être conscients de ce qu'ils font quand ils mangent un carré de chocolat. Voilà. Oui, et pas seulement le carré de chocolat, hein. Tout, Tout. c'est tout. Et Tout, tout, tout. même quand ils vivent, même quand ils font autre chose que manger, le ressenti, on l'a complètement évacué pendant des siècles. Non, pas des siècles, Ça a des été années. quelque chose de décisif pour vous, Laurence, notamment au premier confinement? Parce que Ah oui. vous êtes passé, ça y est, à une autre étape aussi maintenant. Oui, le ressenti, c'est très important, hein. Ouh là 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 là. Et vraiment, j'encourage les personnes on a tous, hein, une petite voix qui nous dit non, ne fais pas ça ou oui, fais ça. Et puis on se dit mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais non, il faut écouter. La petite voix. La petite voix, je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où elle vient, je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'il faut l'écouter. Donc oui, moi le premier confinement. Bah, ça m'a secouée. Alors moi, j'ai jamais eu peur, c'est déjà un avantage, ce qui fait que j'ai eu le droit Mmh. et j'ai volontiers, continué à ouvrir ma boutique, c'était en plus, avant Pâques donc vraiment je pense que j'ai fait très attention et mais les clients étaient tellement contents. Donc ça a été C'est une vrai. période très belle d'échanges avec beaucoup de personnes, les personnes qui osaient sortir et les personnes qui osaient, ouvrir leur boutique. Et on s'est vraiment beaucoup soutenus et moi j'ai eu la chance de continuer à peu près comme d'habitude et ça n'a pas bouleversé, économiquement ma boutique. Par contre, ça m'a bouleversée, intérieurement parce que j'ai senti la fatigue, hein, c'était dur quand même. Donc je me reposais quand même pas mal de jours par semaine et puis surtout, ça faisait déjà 2 ans que je pensais à arrêter et à passer à autre chose. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est bon. Ça a été l'accélérateur. J'ai dit, maintenant, ma petite, si tu veux changer, il va falloir agir. Et c'est le moment Moi, peut-être. Voilà. j'attendais que quelqu'un arrive, me dise, ah, votre boutique est formidable, je vous l'achète. Bon, ben, ça n'est jamais arrivé. Donc là, je me suis dit, ben, ma petite, il faut y aller. Donc, j'y suis allée. Bon, voilà. Je peux pas trop vous en dire parce que malheureusement, la boutique est pas encore ouverte, mais la suite sera différente, mais j'espère aussi une belle aventure. Et une nouvelle aventure pour vous Ah, pour aussi. moi, oui. Ouais. Ah ben moi, déjà, ça fait 3 mois, ou non, un peu moins, parce que j'ai quand même eu quelque chose à faire après la fermeture, mais ça fait 2 mois environ que
je vis une vie que je ne m'étais jamais autorisée à avoir, c'est-à-dire une vie pendant laquelle je me repose, je vis lentement, je fais ce que j'ai envie et je fais beaucoup de choses parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire et mais sans souci et vraiment ça fait du bien. Voilà. Donc bon, ça va pas durer éternellement, je le sais, Mais mais toujours avec cet amour de la nature, en tout cas oui. de l'environnement, de se retrouver aussi Mmh. dans une nature qui fait partie de nos vies et qu'on a C'est ça. oubliée. Oui. Et oui, parce que finalement, heu visiter les planteurs de cacao, notamment des petits planteurs. Ça a été pendant toutes ces années voir des gens qui vivaient simplement et ma foi, qui n'étaient pas plus malheureux que nous et avec une joie de vivre, intacte, même si parfois c'est difficile. Donc bon, ça je pense que je le réalise en vous le disant là, donc j'avais pas oui, peut-être que c'est grâce à eux aussi que j'ai moi cette envie de retourner, à une vie beaucoup plus simple, plus proche de la nature, à travailler moins très certainement parce que, bah, c'est la fameuse, sobriété heureuse de Oui, Pierre ouais, Rabhi oui. ou J'allais vous le dire, j'avais ça en voilà, tête. ben, c'est ça et je pense que ça m'a toujours fait envie, mais j'avais peur d'y aller et là, je crois que je suis en bonne voie. Voilà, on verra. Un pas après l'autre. Et puis Oui, surtout, ce que vous disiez, Laurence, c'est voilà, agir. À un moment donné, il faut oui. prendre le risque. Mmh. C'est le risque de la vie aussi. Mais oui. C'est un pas Alors, en avant. quand j'entends le mot risque, je pense toujours à une dame qui, lorsque je fréquentais le club des créatrices d'entreprises de l'Hérault, avant donc pendant 2 ans, j'ai préparé Chocolatitude et en compagnie de d'autres femmes entrepreneurs comme ça et il y avait une dame, une comptable, madame Pignard qui disait toujours: «Mais qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez de réussir!» et ben, elle avait raison. Donc voilà, on risque aussi de Mhm. réussir. On pense toujours, ah oui, on risque De se de planter, se planter, mais non, de on risque perdre. aussi de réussir. Et de toute façon, le truc qui est certain, c'est qu'on apprend. Et ça, c'est sans risque, ça. On apprend. Mhm. Toujours, 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 toujours. toujours, quel que soit ce qui se passe. Et alors, comment vous allez continuer à apprendre, Laurence? Ah bon. Et à Alors, partager votre savoir, vos connaissances et ben, aussi votre philosophie. ben, bon, pour l'instant, je conserve ma société Chocolatitude, évidemment, et je conserve, les activités de conseil, dégustation, aide, à des personnes qui voudraient, monter une petite boutique, qui ressemblerait à celle que j'avais montée, en tout cas pour aider les gens à y voir plus clair. Je continue à écrire, je continuerai aussi à donner des conférences et des ateliers si on me le demande. Bon, pour l'instant, je fais pas trop de prospection. Probablement un déménagement, je vais quitter Paris, et puis je verrai là où je suis, là où je serai, comment je peux, bon, continuer à transmettre sur le cacaoyer, mais ce qui m'importe maintenant, c'est de d'agir sur la protection des plantes. Voilà, alors c'est très vaste comme sujet, c'est pas très clair dans ma tête. J'ai quelques idées, mais je fais chaque chose en son temps. Voilà, et je dois d'abord me stabiliser dans un environnement vert, et après je verrai ce que je fais de mon temps. Un pas Voilà. après l'autre, un pas Oui, après l'autre. oui. L'écriture, Laurence, on peut citer aussi les ouvrages que vous avez écrits, notamment aux éditions de l'Épure. Oui, notre voisine Sabine. Mais oui, qu'on a déjà cité avec Arnaud Bachelin, évidemment. Mais Alors, oui, les éditions de l'Épure, c'est une petite maison d'édition qui se trouve dans le 14e, ouais, là, et rue de la rue Sablière. de la Sablière, et qui édite de magnifiques petits ouvrages. Alors, celui-là que vous avez écrit, La Mmh, fève de cacao, 10 façons de la préparer, oui. on le trouve toujours, on peut Oui, le trouve toujours. C'est le premier que j'avais écrit avec Patricia Michel, que j'avais rencontré dans la boutique et qui connaissait bien Sabine des éditions de l'Épure.
Et puis bon ce petit numéro a été épuisé, donc il y a quelques années j'en ai écrit un second avec des recettes différentes du premier. En effet, parce que la fève de cacao, moi si j'ai toujours été là aussi une des pionnières de l'utilisation des fèves, ça a mis beaucoup de temps à être utilisé par les chefs, mais maintenant ça y est, hein, on voit le gruau de cacao, c'est utilisé et ça donne une autre dimension à l'utilisation de cette plante, quoi. Voilà, la fève de cacao, c'est pas du tout les mêmes caractéristiques que le chocolat. Déjà parce que ce n'est pas sucré, parce que la texture est différente, c'est croustillant, c'est un peu plus amer, donc on peut l'utiliser dans les plats salés, voilà. Il nous réserve bien des surprises. Et bon, parce qu'on dit toujours le chocolat c'est bon pour la santé. En fait, c'est la fève de cacao, hein, parce que le sucre ajouté, on sait bien que c'est pas forcément extraordinaire. C'est très bien pour nos papilles, mais voilà. Donc, et moi je vendais beaucoup de fèves de cacao brutes. Hein, il y a des gens qui consomment ça, 1 ou 2 fèves par jour, et voilà. Voilà, c'est une nouvelle possibilité. Donc des ouvrages à venir. Peut-être. Oui, j'aimerais bien écrire des romans maintenant. Non, mais c'est autre chose. Hein. Je sais pas, on verra. J'avais pas le temps, maintenant je vais l'avoir. Donc, Bon, j'allais oublier, Laurence, la question fatidique. La fenêtre ouverte. Ouvrons la fenêtre. Oui. Sur quoi ? Sur la vie, sur la nature, sur la simplicité, sur la joie. La joie. Franchement, là, je finis toujours mes petits messages de newsletter maintenant. Soyons joyeux, c'est la joie qui nous sauvera ou quelque chose comme ça. Et vraiment, j'y crois. Il faut arrêter d'être triste. C'est pas possible, ça. Et puis la vie, c'est voilà, nous aux petits occidentaux qui étions des enfants gâtés, nous découvrons la mort, la maladie. Quand on a voyagé dans les pays producteurs de cacao pendant des années, on sait que ça, c'est et encore des conditions bien pires que ce que nous vivons, c'est le quotidien de la plupart des gens sur la planète. Donc arrêtons d'être des enfants gâtés et puis voilà. Faisons attention, ça oui, faut pas faire n'importe quoi. Très important, le ressenti, rappelez-vous, là aussi. Hein. Si on sent que un endroit, faut pas y aller. Il faut faire très attention, mais que voulez-vous ? Et soyons dans la joie. Voilà, il faut être joyeux, oui. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous, Sophie. Merci beaucoup à mon invité. C'est toujours un plaisir de tendre le micro à des personnes qui arrivent à se rendre disponibles et qui ont cette générosité pour partager ce qu'elles vivent et puis nous aider aussi à aller plus loin à travers leur expérience et puis leurs propos. Alors si ce podcast vous a plu, je vous invite à laisser des commentaires et des suggestions. Ouvrons la fenêtre est un podcast indépendant qui a besoin de vous pour poursuivre sa route. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et puis vous pouvez également les partager dans votre réseau comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi devenir contributeur de cette émission via la cagnotte Tipeee. Vous avez toutes les informations à chaque fois en dessous des textes qui accompagnent chaque épisode. Et puis je vous donne rendez-vous également sur mon site ouvronslafenêtre.fr pour aller plus loin et retrouver l'ensemble des épisodes et puis parfois des illustrations, des photos qui accompagnent les podcasts. Alors merci infiniment pour votre fidélité et puis pour votre confiance. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec Ouvrons la fenêtre. Abonnez-vous et puis portez-vous bien en attendant.